Bonjour à tous. Dans notre série des conversations, à l'occasion de ce numéro 2, je reçois Christophe Carré. On a parlé des conflits et souvent dans les conflits, il y a beaucoup de manipulation. Tu es un expert de la manipulation. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Quelles sont les émotions qui seraient en jeu dans la manipulation, qui sont utilisées par les manipulateurs, par exemple? Alors, voilà, la manipulation, c'est la grande question, si tu veux, moi, qui m'intéresse depuis toujours. Alors, en psychologie sociale, ça fait une centaine d'années qu'on travaille là-dessus. La question de la manipulation, c'est devenu un truc énorme. Euh, bon, il faut remettre un petit peu, si tu veux, par rapport à la manipulation, les choses en perspective, parce que la manipulation a toujours existé depuis la nuit des temps. Si tu reprends l'art de la guerre, des choses comme ça, essayer de l'emporter sur l'autre, essayer de le convaincre, essayer. Donc, et en plus, il n'y a pas forcément dans la manipulation quelque chose de négatif, hein, même si certaines personnes vont préférer parler d'influence. Mais par exemple, si je manipule un enfant pour lui laisser le choix, par exemple, entre aller prendre sa douche. Certains enfants n'aiment pas se laver. Bon, c'est comme ça arrive. Si je lui dis, est-ce que tu préfères prendre ta douche ce matin ou ce soir après le goûter? En fait, je le manipule parce que je lui donne l'illusion qu'il a le choix, mais c'est pour son bien parce que en matière d'éducation, on ne peut pas transiger sur les questions de propreté, de santé, voilà, comme sur les questions scolaires. Donc, il faut bien faire quelque chose. Si je dis à l'enfant, va te laver tout de suite, euh, sinon c'est privé de ceci ou de cela, on est sûr qu'il va rentrer dans le jeu et que là, du coup, on repart vers du conflit ou que l'enfant va essayer de louvoyer ou il va trouver une solution pour pas avoir à se soumettre complètement. Les enfants n'aiment pas être soumis. Ils n'aiment pas l'autorité excessive. C'est comme ça, les adultes, d'ailleurs, je crois que c'est à peu près la même chose. Donc, si tu veux, je crois que la manipulation, elle est partout présente, je crois qu'elle existe toujours. Après, il y a effectivement des manipulations méchantes. Voilà. Mais si on revient à cette question des émotions, regarde, il y a la manipulation dans le marketing, par exemple. Tu entres dans un magasin, il y a une théâtralisation des objets qui sont à vendre, il y a des parfums, il y a une certaine température, il y a une musique. Tu vois, ça, quelque part, c'est de la manipulation, puisque à ton insu, on va t'amener à te forcer un petit peu la main. Voilà. Donc, il y a une manipulation intéressée. La manipulation, effectivement, du marchand de cuisine qui va pas tout te dire, ou du marchand ou du vendeur de voitures, ou voilà, dans la société capitaliste, la manipulation est partout présente parce que pour que les gens consomment de plus en plus, il faut forcément les manipuler. Bon, à côté de ça, il y a la manipulation plutôt orientée positivement, et puis après, tu as la manipulation méchante, la manipulation du pervers. Et celui-là, effectivement, avec les émotions, on va dire que c'est un professionnel. Sauf que, bon, maintenant, il y a tellement de livres sur la question, on se demande encore comment c'est possible qu'il y ait encore des pervers narcissiques. Ou alors, il y a des gens qui ne sont pas informés de leur pratique, ce qui est possible aussi. Ouais. C'est pour ça que, d'ailleurs, moi, j'ai fait un livre parce que je pense qu'il y a une pédagogie de la manipulation et que le jour où tout le monde sera au fait des pratiques manipulatoires, la manipulation ne sera plus un problème. Et qu'on pourra tout à fait… voilà. Donc, effectivement, encore une fois, tu vois, c'est la personne, le manipulateur méchant, lui va jouer sur ce registre émotionnel parce que donc sur la peur, sur le soulagement, hein, la séquence peur-soulagement, d'ailleurs, elle est utilisée aussi dans la manipulation politique. Hein, c'est-à-dire qu'on fait très peur aux gens, après on leur dit ça va, ça s'arrange, tu vois, c'est une façon de… Voilà. Et les pervers narcissiques, pour ne parler que d'eux, c'est un terme que j'aime pas trop, parce que bon, Ouais. c'est un terme de psychologue. Alors en fait, dans le tableau clinique du pervers, il y a déjà le narcissisme. Donc le pervers narcissique, c'est un pervers narcissique plus, si on peut dire comme ça. Et en fait, c'est même pas inscrit dans le DSM, donc le livre des psychiatres, il n'y a pas la perversion narcissique. Donc, voilà, c'est vraiment un truc plutôt de psychanalyste même que de psychologue. Ouais. Mais effectivement, le registre émotionnel, c'est de Laurent Barre. Donc, le chaud, le froid, les moments agréables. Hein. Là encore, on retrouve aussi souvent les situations amoureuses difficiles avec des situations comme ça. Mais aussi, dans le monde de l'entreprise, il y a des gens
qui jouent ce petit jeu, les petits chefs, hein, voilà, qui sanctionnent, qui hurlent, et puis qui vous payent un verre après, ou qui disent oh, c'était super ce que tu as fait quand même. Bon, typiquement dans les cas classiques de la perversion narcissique, hein. Enfin, de la perversion, en tout cas, le manipulateur pervers. Et sur la manipulation en elle-même, donc tu dis les émotions qui sont en jeu, par exemple dans le commerce, quand on essaye effectivement d'influencer le prospect ou le client à acheter quelque chose, on joue sur des émotions un peu agréables, hédonistes, pour ensuite retourner la personne vers le produit, quoi. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui dans le marketing. Et est-ce que tu as d'autres exemples de ce qui pourrait être utilisé dans la manipulation sur le plan émotionnel pour servir les intérêts de ceux qui manipulent? Tout le temps, enfin, je veux dire, par exemple, je prends l'exemple du pied dans la porte, par exemple, hein. Donc, c'est le pied dans la porte, c'est finalement réussir, si tu veux, à appâter quelqu'un en lui proposant une petite chose, et puis après, donc, c'est il y avait une expérience d'ailleurs, je crois que c'est où on dit à des gens, on va vous faire signer. En fait, pour résumer, hein, je bafouille un peu, mais pour résumer, en fait, c'est la théorie de l'engagement. C'est exactement ça, en fait. C'est que dès que les gens se sentent engagés dans quelque chose, ils ressentent une satisfaction personnelle, donc une émotion agréable. Et à partir de ce moment-là, ils vont avoir tendance à persévérer dans le cours de leurs actions, dans le cours de leur comportement, de leur pensée. Donc voilà, en fait, on les stimule, si tu veux, pour accepter une première petite chose et après, on en demande un peu plus, tu vois. Alors, par exemple, dans le commerce, ça va être, je t'offre un gadget, voilà. Après, il y a d'autres choses aussi, c'est sur la peur, sur le registre de la peur, par exemple, le principe de rareté. On crée volontairement un manque, quelque chose qui va devenir rare. Donc, les gens sont inquiets, on sentent effectivement une pression, un stress en se disant mince, je vais passer à côté de l'occasion en or ou du jeu vidéo qui va disparaître parce que c'est Noël et que volontairement les fabricants en ont mis une certaine quantité. Ouais. Voilà. Mais après, il y a tout un tas de registres comme ça, mais à partir du moment où les gens sont engagés dans quelque chose, en fait, eh bien, ils ont tendance à persister dedans. Donc, le but du jeu, ça va être de les entraîner, les emmener toujours un petit peu plus loin là-dedans. Donc, on commence par des petites choses. Après, il y a d'autres pratiques. Par exemple, la pratique de la porte au nez, où là, je vais faire une demande extrêmement énorme. Tu vois, je vais te demander, par exemple, de me prêter 50 000 euros. Voilà. Et puis, donc là, tu es un peu surpris, un peu. En même temps, je joue ouais, voilà, je joue sur ta culpabilité, Oui. parce que tu vas me dire non. Oui. Et puis finalement, tu vois, j'attends un peu et puis je te dis, bon, écoute, donne-moi 50 euros, ça sera largement suffisant. Tu vois, donc je t'ai manipulé et encore une fois. Après, du coup, Voilà. Hein, c'est la séquence. Alors, pas peur, soulagement, mais culpabilité, soulagement, où finalement, bon, bah écoute, avec 50 euros, j'essaierai de faire quelque chose, tu vois. Voilà. Il y a tout un tas de choses comme ça. Et ça joue souvent sur les décalages, enfin ça active plusieurs émotions différentes et souvent agréables, désagréables, agréables, tu vois. Donc, on joue beaucoup sur ce registre-là. Hein, mais après, il y a toute la gamme du chantage affectif, de la culpabilité. Dans le relationnel, dans la vie de couple, il y a Voilà. énormément de manipulation. Voilà. Il peut y avoir Voilà. de manipulation. Voilà. Voilà. Oui. Bah, de toute façon, enfin, chaque fois qu'on parle de problèmes ou de questions relationnelles, on va tout le temps être dans la question des émotions, que ce soit les problèmes de manipulation, les questions de conflit. Tu vois, les émotions sont toujours là, en fait, hein. Le corps est toujours là. On a beau intellectualiser, on a beau faire tourner le cortex préfrontal, donc le haut du crâne en fait qui gère la pensée consciente et l'analyse rationnelle, l'esprit critique, tout ça, mais
en fait, il y a toujours cette autoroute émotionnelle qui vient et qui balaye tout. Alors, avec la pensée, on est plutôt sur une petite départementale, tu vois. Alors, on a le temps de voir les arbres sur le côté de la route, les habitations, les gens. Mais le registre émotionnel, lui, c'est carrément la grosse vague. Moi, je compare ça à une vague.